Alors, eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vous propose que nous démarrions ce webinaire, donc des matinales de la chaire MAI, donc Mutation, Anticipation, Innovation de l'IAE Paris, qui portera donc aujourd'hui sur le thème de la démocratie en entreprise. Alors, c'est une édition un peu spéciale, hein, puisque nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui plusieurs invités, de nombreux invités, au nombre de quatre. Nous allons avoir l'honneur d'accueillir Nathalie Lallemand-Stempak, qui est donc à l'IAE Paris, Éline Vivier-Maladry de l'Université Paris-Cité, Clémence Souchet d'AD Conseil et Joseph Layani, qui est également à AD Conseil. Nos invités vont vous présenter en avant-première, puisqu'il sort aujourd'hui, leur ouvrage collectif qui s'intitule Démocratie en action, 50 approches renouvelées de l'entreprise et du travail. Un grand merci à eux, évidemment, déjà d'avoir accepté notre invitation. Et se vous dire également, en guise d'introduction, que ce webinaire est organisé en plusieurs temps. On va d'abord avoir un temps sur la présentation de cet ouvrage qui vient donc tout juste de sortir dans son ensemble. Et puis, on aura ensuite deux zooms plus ou moins précis. Un premier zoom sur une partie de cet ouvrage et puis un zoom à la fin sur un des chapitres de cet ouvrage. Donc, comme ça, vous aurez trois regards plus ou moins macro, méso, micro de cet ouvrage. Avant de démarrer, quelques petites précisions. Tout d'abord, durant les présentations, vous aurez bien sûr la possibilité de poser toutes vos questions via le chat. On a Nathalie Rollet-Crozet et Nils Randria Manantena qui se chargeront de relayer vos questions via le chat. Donc surtout, n'hésitez pas. Sachant que vous aurez également la possibilité de poser toutes vos questions aussi de vive voix dans des temps de respiration que l'on a prévus durant cette matinale. Un premier, un petit peu court, plutôt pour des questions de précision, et un second dans lequel on espère ouvrir le dialogue, les échanges et peut-être les débats. Enfin, quelques petites autres informations avant de passer la parole à nos invités. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Les slides seront diffusés ainsi que la vidéo de ce webinaire puisque celui-ci est enregistré et l'ensemble, vidéo et slides, sera disponible sur notre site, le site de la chaire MAI, donc disponible en ligne dans les prochains jours. Et par ailleurs, sachez que comme cette session est enregistrée, vous pourrez être aussi, au-delà de la réécouter, la partager auprès de votre entourage. Voilà, je m'arrête là pour cette brève introduction et maintenant, sans plus attendre, je laisse donc la parole à nos invités pour la présentation de cet ouvrage. Eh bien, déjà, bonjour. Merci beaucoup à la chaire MAI et à l'IAE pour l'invitation. On est ravis de pouvoir présenter l'ouvrage qui sort aujourd'hui auprès de vous aujourd'hui. Et voilà, on se réjouit des échanges à venir. Alors, effectivement, Parce que ça défile. Hop. L'ouvrage qu'on va vous présenter aujourd'hui a un format original puisqu'il réunit 67 contributeurs et contributrices qui viennent d'horizons différents, praticiens, chercheurs dans différentes institutions et avec différents rôles, autour d'une même thématique qui est celle de la démocratie en organisation et au travail. Donc c'est tout un programme et pour pouvoir vous présenter cet ouvrage, on a décidé de fonctionner en trois temps. Un premier temps sur une présentation générale de l'ouvrage, sa genèse, son contexte et sa composition. Ensuite, quelques exemples qui visent à vous montrer la diversité des approches autour de la thématique qui sont traitées dans le texte. Et enfin, un texte en détail euh, sur handicap et citoyenneté qu'on a sélectionné pour vous. Donc, cet ouvrage, il est né d'une recherche collective entre praticiens et chercheurs dans le cadre d'un laboratoire d'idées qui est rattaché aux Mines de Paris et qui a été initié et qui est maintenant coordonné par Corentin Gombert, qui est chercheur en gestion et qui est d'ailleurs qui va se joindre à nous ce matin. Ce laboratoire, il s'appelle DODES, ce qui signifie dynamique et organisation de la démocratie économique et sociale, qui réunit des praticiens et chercheurs de différents horizons, qui partagent néanmoins un certain nombre de constats et de convictions. Donc en termes de constats, on traverse une période d'incertitude qui est marquée par des crises multiples, sociales, environnementales, sociétales et politiques. Et parmi elles, il y a également une crise démocratique et de la démocratie à la fois dans la sphère de la cité, mais aussi en organisation. En effet, la démocratie est souvent absente des lieux où on passe le plus clair de notre temps, c'est-à-dire le travail. Et le constat
ancien, que la démocratie s'arrête souvent aux portes de l'entreprise, euh, est toujours d'actualité. En termes de conviction, ce collectif partage l'idée selon laquelle il faut multiplier les espaces démocratiques, y compris au travail, car cela va constituer une clé de réponse aux enjeux actuels. Et plus largement, cela peut contribuer à réparer notre démocratie. Et ça, on le voit, il y a un certain nombre d'études récentes qui montrent un lien entre démocratie au travail et santé démocratique au niveau sociétal. Par exemple, on peut penser au dernier rapport de Thomas Coutreau en 2024 qui est intitulé Le bras long du travail, qui met en relation le niveau de démocratie sur le lieu de travail et les comportements électoraux à travers des études statistiques. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'appels à démocratiser les organisations, tant du côté de la recherche que du terrain, et qui est porté par une diversité d'acteurs qui représentent d'ailleurs la diversité de notre ouvrage. Donc, ce sont des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des salariés, des ouvriers, des consultants, des représentants de branches ou de secteurs, des entrepreneurs. Et c'est dans ce contexte, à l'issue d'une journée de l'Agora d'Odès, que l'idée de l'ouvrage a émergé avec plusieurs objectifs. Donc on souhaitait donner à voir les débats au sein de l'Agora et leurs ramifications. On voulait soutenir que la démocratie au travail mérite d'être pensée, discutée, expérimentée. On souhaitait également questionner les rapports de pouvoir dans l'entreprise et puis surtout faire entendre une pluralité de voix, valoriser des pratiques qui parfois sont encore peu visibles. Enfin, on voulait relier idées, lutte et pratique. Et concrètement, ça a donné lieu à un appel à contribution qui a été lancé à l'été 2024 avec une seule consigne. Il s'agissait de rédiger un texte court, ancré, et qui donne à voir une facette de la démocratie au travail ou en organisation. Ça pouvait être à travers une théorie, une expérience, une pratique, une réussite ou un échec, la voix d'un auteur, une projection poétique. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que l'ouvrage, il cherche pas à imposer un angle d'attaque du sujet, ni à partir d'une définition qui serait consensuelle et partagée de la démocratie en entreprise et au travail. Et il ne vise pas non plus à établir une définition univoque de cette démocratie en organisation. Il ne s'agissait pas non plus de trancher un débat ou des débats, parce qu'il y en a plusieurs, mais plutôt d'ouvrir le débat et de le rendre visible autour de cette thématique. En fait, dans l'ouvrage, euh, personne ne parle exactement de la même chose, mais on observe en revanche des aires de famille entre les approches et au croisement des discussions, ce qui nous a permis d'organiser l'ouvrage autour d'un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous reviendrons. On a fait donc le pari de ne pas enfermer la démocratie dans une définition, mais d'en montrer la polysémie en laissant s'exprimer une diversité de voix sur le sujet. Euh, voilà, donc cet ouvrage, il faut vraiment le prendre comme le témoignage d'une démarche collective qu'on souhaitait ouverte, critique et fondée sur le partage d'expérimentation et l'interaction, notamment entre pratique et recherche. En tout cas, cette dynamique, elle a donné lieu à la publication d'un livre avec 50 très courts chapitres écrits à 134 mains pour les 67 contributeurs et contributrices, qui donne à voir une multitude de pratiques. C'est un véritable kaléidoscope et il explore également de nombreuses approches du côté de la recherche. Euh, Comme les contributeurs et les contributrices sont très nombreux, il y a bien sûr des points de clivage qui apparaissent dans le livre, parce que si la démocratisation au travail et en organisation parle à beaucoup de monde et la réponse à cet appel à contribution en témoigne, elle est aussi source de débats et de controverses que nous avons accueillis avec intérêt au sein de l'ouvrage. Euh, les contributions, elles sont organisées en 12 thématiques qui croisent à chaque fois analyse théorique et témoignage pratique. Et le découpage indicatif en 12 thématiques, il- il ne constitue pas un ordre imposé de réflexion. On n'attend pas ça ne requiert pas une lecture linéaire. On peut tout à fait lire en continu si on le souhaite, piocher selon ses intérêts ou ses interrogations, se laisser guider par sa curiosité. Donc ici, vous avez 12 thématiques. On a décidé de ne pas les détailler ici
avec vous, mais on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. En fait, on voulait plutôt vous proposer quelques échantillons pour vous donner envie d'aller découvrir plus en détail certains des textes et vous donner à voir la variété des approches. Et donc, on va passer au deuxième temps où on se proposait de vous montrer, euh, enfin, de vous permettre d'approcher la diversité des textes qu'il y avait dans cet ouvrage. Euh, On a choisi d'aller sur deux types d'approches différentes, des approches historiques et puis des approches, enfin pas des approches, mais des textes qui se penchent sur l'objet du numérique en organisation en lien avec la question démocratique. Et à chaque fois, on a sélectionné le texte d'un praticien et le texte d'une personne issue de la recherche. Et donc les quatre textes qu'on a sélectionnés pour les présenter brièvement sont ici. Et Nathalie, je te laisse peut-être Oui. la parole sur cela. Merci Eline. Voilà, moi je suis ravie de prendre le relais simplement pour introduire donc deux petits chapitres, dont pour l'un des deux pour lequel j'ai contribué, et le deuxième parce que il s'imbrique bien, à mon sens, dans celui que j'ai rédigé. Donc, ici, les deux chapitres ont en commun de s'inscrire dans une approche historique. Alors pourquoi l'approche historique? Pour l'instant, elle est pas, elle reste encore très marginale en sciences de gestion, mais elle prend de plus en plus d'ampleur bah, c'est cette idée très basique, hein, très banale que l'histoire permet d'éclairer des situations présentes. Et en l'occurrence, donc moi j'ai écrit ce petit chapitre sur les lois Auroux qui revient sur cet épisode donc du droit français, du droit du travail français, parce que j'avais le sentiment que je les connaissais pas bien et qu'aujourd'hui il y avait justement toute une actualité, un certain nombre d'appels, en particulier l'appel à Democratizing Work qui a été lancé en 2020 à l'initiative de plusieurs chercheuses, Isabelle Ferreras et Julie Battilana et Dominique Méda en particulier. Et j'avais le sentiment qu'en lançant cet appel à démocratiser le travail, à démocratiser les organisations, il était quand même important de voir comment ça s'était déjà passé avant pour éventuellement éviter de retomber dans les écueils du passé. Le deuxième chapitre, il prend un angle différent puisque c'est pas un angle juridique, c'est un angle de réflexion, un angle moral, on pourrait presque dire. C'est celui de la pensée sociale chrétienne ou la doctrine sociale de l'Église qu'on a pu nommer comme ça également, qui se situe dans un temps un peu antérieur au départ, puisque le fondement de cette pensée sociale chrétienne, c'est la toute fin du 19e siècle et la publication d'un appel d'un pape qui, en 1893, le Rerum Novarum, donc les choses nouvelles en latin, qui est un texte encore très cité aujourd'hui, enfin, qui a marqué un tournant dans l'Église catholique, même si le contexte finalement dans lequel il a vu le jour a fortement changé. Pour le contexte, justement, on est dans un contexte d'émergence forte de la pensée socialiste et avec donc une volonté d'introduire un système communiste à l'échelle, enfin oui, le socialisme dans le sens d'œuvrer pour l'intérêt général en commun. Et en même temps une montée du capitalisme. Et l'Église, dans ce contexte, s'est dit, faut que je me positionne parce qu'elle voulait finalement, elle s'est jamais inscrite dans la logique capitaliste et elle voyait néanmoins comme une menace la montée de l'idéologie socialiste. Alors pourquoi je vous donne ce contexte? Parce que finalement, quand on regarde ces deux articles face à face, on se dit, bah, les lois Auroux, c'est l'avènement du socialisme
au sommet de l'État en France, avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981. Et donc, est-ce que c'est possiblement tout ce que l'Église ne voulait pas voir advenir et ce pourquoi elle avait proposé finalement une sorte de troisième voie qui s'intéresse aux droits de enfin oui, à la dignité de tous les êtres humains au travail. Alors, et pour autant, finalement, le projet, ces deux textes sont réunis parce que finalement, ces deux textes portent sur des thématiques qui avaient la volonté de promouvoir une forme de démocratie par ailleurs compatible avec la hiérarchie dans les organisations. Dans l'ouvrage, il y a toute une section aussi qui est consacrée, l'encyclique, pardon, oui, une encyclique. Oui, c'était le terme approprié, l'encyclique de Léon XIII. Dans l'ouvrage, il y a toute une section qui est consacrée à l'autogestion. On voit qu'ici, on n'est pas dans cette logique-là, puisque dans les deux projets, finalement, on a une volonté de maintenir des hiérarchies, mais tout en les couplant avec, dans un cas, davantage de droits pour les travailleurs et dans l'autre, des principes qui permettent de faire valoir finalement les individus au sein du collectif et leur égale dignité. Euh, alors, pour très rapidement, hein, finalement, ce que je voulais dire par rapport à ces deux textes qu'on peut donc envisager ensemble, c'est qu'ils se distinguent assez largement au sens où dans les lois Auroux, finalement, ce qu'on peut observer, l'identification d'un certain nombre de droits qu'on voudrait donner aux travailleurs. Et alors, voilà, je les cite rapidement, le droit d'information, de réunion, d'expression, d'interpellation, d'intervention, d'alerte, de négociation, de recours, d'opposition, d'arrêter ou faire arrêter les machines, d'interrompre ou faire interrompre le travail et d'opposer un veto à des décisions. Tous ces droits ont été discutés ensemble dans le cadre de ce qu'on a appelé les lois Auroux. Et, in fine, les débats ont été assez violents. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que finalement, quand on veut mettre dans le droit les droits des travailleurs, on suscite une certaine opposition. Et l'opposition n'est pas toujours là où on se trouve, là où on pense qu'elle doit se trouver, puisque en réalité, l'opposition ici, elle s'est vraiment manifestée au plus fort non pas chez les dirigeants. Alors, les dirigeants, bien entendu, ne voyaient pas l'intérêt d'accorder de nouveaux droits aux salariés, mais les plus véhéments ont été les cadres qui se sont sentis menacés dans leur position. Et les syndicats, pour certains d'entre eux aussi, la CFDT était favorable au texte puisque c'est elle qui l'avait porté, mais la Force ouvrière, par exemple, y a été très opposée parce qu'elle estimait que ça allait affaiblir également la force de la représentation syndicale. Donc ici, on a un exemple assez parfait finalement de la démocratie ça ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde et parfois des droits peuvent neutraliser d'autres droits. Le droit d'être représenté finalement a été mis en cause et a été diminué par le droit d'expression, pourtant paru essentiel qu'on a octroyé aux salariés à ce moment-là. Et in fine, les patrons ont fini par trouver que cette loi avait été plutôt favorable à l'exercice de leur autorité de leur pouvoir dans l'organisation. Et c'est un peu ce qui me paraissait important de retenir dans tout ce processus législatif. S'agissant pour finir, de la doctrine sociale de l'Église, ici, donc, comme je le disais, on est plus sur des principes que sur des droits, le principe de dignité, le principe de solidarité, le principe de participation. Alors ici, la participation, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir finalement, et le principe de subsidiarité.
Et quand on met ensemble ces différents principes, dans le principe de dignité, on a l'idée d'une égalité hein, entre tous les hommes et les femmes, évidemment. Et dans le principe de participation, on voit bien qu'en étant tous d'égale dignité et en ayant le devoir de participer, on crée un système où normalement la voix de toutes et tous est entendue. Par conséquent, on œuvre au service du bien commun. Euh, on ne peut pas vraiment parler ici de succès ou d'échec, puisqu'il ne s'agit pas tant d'un projet que d'un programme que de principes énoncés. Et l'auteur est tout à fait clairvoyant en estimant qu'aujourd'hui, les entreprises dirigées par des personnes qui se revendiquent de l'Église ne sont pas nécessairement plus démocratiques que les autres, même si on peut évidemment trouver des contre-exemples. En revanche, on a quand même une actualité à cette réflexion et c'est là aussi l'intérêt des approches historiques de montrer ce qui peut en rester aujourd'hui. Et donc l'auteur Jean-François Jean-François Boisson, qui a été secrétaire général du Collège des Bernardins, revient sur ce moment également législatif de création de la qualité d'entreprise à mission dans le cadre de la loi Pacte en 2019, qui a permis de faire valoir l'idée selon laquelle une entreprise n'était pas nécessairement tournée vers son profit, mais défendait une mission et qui a transformé quelque peu la gouvernance des organisations pour s'interroger sur des principes qui doivent conduire son action, qui doivent la guider. Alors ça la rend pas forcément plus démocratique, mais ça pose les conditions pour le permettre. Et en se réinspirant de ces appels, on peut aussi aller dans cette logique-là. Voilà ce que je voulais dire rapidement pour présenter en substance les deux textes et vous donner envie de les parcourir. Merci Nathalie. Merci. Alors, peut-être que ce qu'on peut faire à présent, c'est un petit temps pour quelques questions de précision un petit peu rapides, entre guillemets, avant de poursuivre sur la présentation de cet ouvrage. Je laisse enfin, je laisse Nathalie et Niels à la manœuvre. Alors, pour le moment, on n'a pas de questions dans le chat. Alors, Éline Faudrait- avait aussi deux courts chapitres à présenter en miroir de ces deux-là avant de passer la parole à Joseph. Alors, peut-être on peut enchaîner Ah ben, très bien, avec Éline On va puis faire ça. J'ai présenté les deux chapitres très très bien. rapidement. C'était l'idée de vous présenter ces quatre textes, c'était aussi de montrer en regard des approches historiques d'autres textes où on quitte complètement l'histoire pour aller dans le très actuel et on quitte l'approche par le droit et les droits pour aller dans des pratiques qui peut-être restent à réguler. Et deux exemples de textes qui se penchent sur des objets très contemporains. Le premier de Roberto Barros de Souza, qui est un expert du développement logiciel et qui a cofondé une entreprise qui s'appelle Cohort, qui est un outil en fait de collecte de témoignages des salariés et qui va nous expliquer au début de ce texte la genèse de cet outil avant de partager son expérience dans le secteur en recentrant son propos sur une flexion critique sur l'usage de l'IA en organisation. Donc c'est un texte qui, au début, commence par mettre en avant les limites des méthodes traditionnelles du recueil de témoignages des salariés, donc formulaires, baromètres, RPS, etc., qui sont jugées descendantes et peu représentatives du vécu des salariés sans réel effet sur les conditions du travail in fine. Et l'outil qu'ils ont cherché à créer vise en fait à permettre des questionnaires ascendants où les salariés choisissent eux-mêmes les sujets, les questions, témoignent en groupe, anonymement et en texte libre. Et ensuite, il y a le traitement de ces informations par l'intelligence artificielle et des analyses sémantiques qui permet de faire remonter tout un ensemble d'éléments, mais on ne va pas s'arrêter sur le fonctionnement de cet outil. Quand on arrive sur la deuxième partie du texte, la réflexion sur le lien entre intelligence artificielle et démocratie dans leurs organisations devient plus apparente. Et l'IA est perçue à la fois comme un risque de surveillance de déshumanisation et comme une opportunité démocratique au sein des organisations. Et ce que Roberto met en avant dans ce texte, c'est que le véritable enjeu sur le plan démocratique
de l'outil, de l'outil, c'est pas tant les qualités et propriétés de l'outil lui-même que sa propriété, son usage et son contrôle, par qui, dans quel but et comment. Euh, et il clôt son texte sur une position qui est forte. Euh, il invite à réfléchir sur la propriété d'usage et le contrôle démocratique de l'IA, en disant que c'est profondément politique et que l'entreprise où se jouent ces adoptions de l'intelligence artificielle et devient un espace légitime de ces expérimentations démocratiques. Et c'est l'IA n'est rien qu'un outil à remettre entre les mains de ceux qui vivent et façonnent le travail. Dans une autre veine totalement, mais il y a quand même des résonances, vous allez le voir. Il y a trois enseignants chercheurs à l'université de Toulouse Capitole qui sont issus de trois disciplines différentes, qui travaillent ensemble à l'intersection entre système d'information numérique et démocratie, dans une visée critique et transformative. Ils ont créé un groupe qui s'appelle SI2D et qui a conçu deux méthodes. Isidore pour diagnostiquer l'impact d'un SI numérique sur la démocratie et les conditions de travail, et plus récemment Apidor, une méthode d'accompagnement des projets informatiques par le dialogue social. Donc le texte, il propose une réflexion sur la démocratie organisationnelle qui est définie à travers cinq dimensions interdépendantes qu'ils vont ensuite mesurer dans la mise en place des systèmes d'information. Euh, Leur vision, ça n'étonnera pas les experts des outils de gestion ici, c'est que les outils ne sont pas neutres, qu'ils imposent une vision du monde, des priorités et qui peuvent rendre invisible une part du travail réel. Et il y a un certain nombre d'exemples qui sont pris, par exemple celui d'un logiciel hospitalier qui ne prévoit pas la communication des soignants avec les familles et exclut de fait cette tâche de leur rôle alors qu'elle est essentielle et au cœur de et au cœur de leurs activités. Les auteurs insistent aussi sur l'importance de distinguer système d'information et système d'information numérique, puisque ce dernier tend à renforcer la normativité et à rigidifier l'activité. L'informatique, en somme, est considérée comme un outil, tandis que le numérique est le système de sens et de pouvoir qu'il véhicule. C'est pourquoi ils sont passés de Isidore à Apidor et qu'aujourd'hui, ils travaillent sur la manière d'accompagner les projets informatiques dès leur conception pour éviter qu'ils ne dégradent la démocratie organisationnelle et le bien-être au travail. Ces deux textes sont donc différents, ont des angles d'attaque différents, des ancrages différents, mais les deux questionnent les niveaux auxquels peut se réaliser la démocratie au travail et en organisation. Et on voit que ça peut être une question vraiment de pratiques qui ne sont pas toujours perçues par les acteurs, mais qu'il s'agit de prendre au sérieux. Et je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de manière générale sur l'ouvrage. On peut prendre quelques questions avant de passer à une présentation plus détaillée d'un chapitre. Alors, Oui, on n'a merci. toujours pas de questions dans le chat, mais peut-être à Peut-être l'oral. qu'on peut enlever juste la présentation pour qu'on voit les participants. Voilà, s'il y a n'hésitez pas à lever la main aussi pour réagir ou participer. Moi, je trouve ça tout à fait. Je me lance pour une première question euh, donc c'est vraiment ben, l'enjeu de l'ouvrage et la manière dont il est conçu, c'est très original et c'est tout à fait passionnant, intéressant. On se dit que c'est certainement une mine. On a hâte de pouvoir le tenir et d'aller voir euh, dedans. Euh, j'ai retenu plusieurs choses dans ce que vous avez dit toutes les deux. Dans la comparaison entre les deux articles, enfin les deux groupes d'articles que vous avez choisis, je trouve que le contraste entre l'approche historique, vraiment très, très ancienne, et puis l'approche dont on parle aujourd'hui énormément, elle est très parlante. Euh, donc ce contraste d'époque, vraiment, il est très intéressant. Euh, sur la présentation de Nathalie, euh, tu à un moment donné dit qu'il y avait une opposition entre le droit d'être représenté qui était
et le droit d'expression. J'aurais bien voulu que tu reprécises un petit peu, peut-être en illustrant sur cette question-là. Et puis sur la présentation concernant l'IA ou les systèmes informatiques numériques en général, je me disais finalement, est-ce qu'il y a peut-être dans l'ouvrage des éléments sur les outils qui permettent cette démocratisation? Et est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt par le bas en fait? C'est-à-dire ça fourmille et puis c'est moins imposé par le haut des organisations. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui ressort. Voilà, cette question sur les outils et sur les niveaux où ça se passe, euh, pour lancer les questions. Merci Nathalie. Oui, je suis allée très vite. En fait, en parlant de droit d'expression, dans le texte, l'enjeu était l'expression directe. Donc permettre à tous les salariés de s'exprimer directement face à des situations qu'ils jugeaient devoir susciter des réactions, en fait. Et finalement, jusqu'alors, il n'y avait pas cette possibilité. La loi Auroux, c'est d'ailleurs une des principales c'est généralement ce qu'on retient de ces lois, c'est d'avoir créé ce qu'on appelle des groupes d'expression directe, permettant aux salariés de s'exprimer donc directement, de faire valoir directement leur point de vue auprès des dirigeants. Alors d'ailleurs, au départ, il s'agissait d'une expression sur tous les sujets possibles. Et dans le droit, au moment des négociations, on a refermé finalement cette expression à l'expression sur les conditions de travail. C'est une parenthèse, mais c'est pour dire qu'on se méfiait aussi de la capacité ou les velléités des travailleurs à s'emparer de sujets qualifiés de politiques. Et ça, il fallait pas faire rentrer. Finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait pas faire rentrer la politique dans l'entreprise parce que ça risquait potentiellement même de laisser une critique s'exprimer à l'égard du pouvoir en place qui était pourtant normalement censé être l'allié de ces travailleurs. Mais au niveau des syndicats, ça leur a coupé l'herbe sous le pied d'une certaine manière, puisque jusqu'alors, c'était eux qui étaient censés porter la parole des travailleurs et la porter de manière unifiée. Et leur crainte s'est révélée fondée, très clairement, puisque après, à partir des années 1980, l'engagement syndical n'a cessé de décliner et les dirigeants, les patrons, à l'issue de l'adoption de la loi, il y a les propos que j'ai cités dans le texte, il y en a un qui dit finalement les lois Auroux ne sont pas le plus grand reproche qu'on a pu faire au gouvernement socialiste, au sens où ils ont vraiment usé de cet outil pour court-circuiter en fait volontairement aussi les syndicats qui avaient au moins le mérite de pouvoir bloquer, sachant que le blocage individuel, ça marche pas et que le blocage en soi avait été un droit qui avait été à un temps mis dans la loi, mais qui a été retiré ensuite. Donc voilà, si ça éclaire un petit peu la question. Et sur la deuxième question, merci beaucoup Nathalie de l'avoir posée. Elle est effectivement cruciale. Et dans les deux textes, la réponse sera un peu les deux, mon capitaine. Les deux, parce que dans les projets informatiques qui sont accompagnés par l'équipe toulousaine, le but, c'est justement de pouvoir permettre qu'il y ait un dialogue en amont et lors de la mise en place de nouveaux outils numériques qui ne sont pas nécessairement choisis par les acteurs. Et c'est justement recréer cette possibilité d'appropriation par les acteurs d'outils qui ne sont pas forcément choisis. Donc ça, c'est des démarches descendantes qu'on essaie d'ouvrir pour respecter des principes démocratiques. Dans l'autre cas, donc le texte de Roberto, qui est sur d'autres types d'objets, justement, la réflexion, elle porte vraiment sur ça. C'est qui décide de l'usage des outils et des caractéristiques de ces outils-là. Alors, dans le cadre de ce qui est proposé par cohorte, c'est assez euh, flagrant, puisque c'est des outils qui, bien sûr, doivent être achetés par quelqu'un. Mais par contre, ensuite, la manière dont c'est designé, le contenu qui est mis dans cet outil-là, les questions qui y sont posées sont choisies par les salariés. La réflexion de ce praticien à la fin, c'est de dire que justement, la question de qui va choisir quel usage on fait de l'outil et les caractéristiques de cet outil-là est la question névralgique
euh, autour de la démocratie en organisation quand on essaie de faire un lien entre démocratie et SI. Je sais pas si c'est très clair dit comme ça, mais c'est comme ça que Si, je merci beaucoup répondrai. aux deux. Alors, je rebondis, on a une remarque de Patrick dans le chat qui porte sur la notion d'histoire et qui nous propose une distinction entre l'histoire et la généalogie qui serait plus porteuse d'enseignement que la démarche historique. Je ne sais pas si Patrick, vous voulez peut-être commenter euh, à l'oral. Alors, le micro, Patrick, je pense que tu n'as pas activé ton micro. Voilà. Oui, je disais, je suis d'accord en général avec Nathalie, ça on le sait, puisque nous avons écrit quelques papiers ensemble. Mais par contre, alors sans doute sa formulation était un peu ramassée, mais je suis pas d'accord avec l'histoire, c'est ancien, et le digital, l'intelligence artificielle, c'est nouveau. Je dirais, donc il faut. Alors je vais pas trop débattre de ça, mais on a l'impression que l'histoire, c'est pour les vieux. L'histoire n'est intéressante, comme c'était indiqué tout à l'heure, qu'à partir du moment où ça nous donne, comme disait l'autre Nathalie, ça nous donne une vue éclairée sur l'actualité, la façon dont les problèmes se posent. C'est pas l'histoire pour rabâcher des vieux machins, c'est l'histoire pour ne pas refaire les mêmes conneries. Et donc, quand on oppose les deux approches, là, je ne suis pas du tout d'accord, parce que je me souviens du rapport du 9e plan dont Yves Lafargue avait été enfin, comment dire, un porte-plume pour tout ce qui concernait les nouvelles technologies, hein, le rapport qu'il avait produit en 1982 au Conseil économique et social portait sur la robotique. Mais qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Donc ça sert à rien d'empiler des trucs nouveaux. Il faut peut-être essayer de s'interroger sur pourquoi ça n'a pas marché. La démocratie en entreprise, c'est un vieux truc qui remonte aux années 60. Et il faudrait peut-être s'interroger de ce qui a permis son émergence effective dans les sociétés d'Europe du Nord et qui a fait flop sur notre pays hexagonal. Donc le vrai usage de l'histoire, c'est ça. Et c'est vraiment inutile pour moi de mettre en chantier des nouveaux trucs avant de s'interroger sur mais pourquoi il y a eu des anciens trucs qui n'étaient pas si cons et qui n'ont pas marché. Euh, Je vais peut-être répondre toutes les deux, Nathalie. Merci beaucoup pour cette remarque, Patrick, parce qu'effectivement, elle est très juste. Le but, c'était pas de proposer des nouvelles choses, c'était de montrer la variété des approches. Après, on est tout à fait d'accord avec vous. La démocratie en organisation et au travail, c'est quelque chose qui remonte à des essais, des expérimentations qui n'ont pas de date de début. Les années 60, je trouve que c'est tardif dans l'histoire de la démocratie en organisation et au travail, mais on aura peut-être l'occasion d'en d'en reparler à une autre occasion. Néanmoins, c'était pour montrer la diversité des textes et voilà. Et on trouve que il y a des essais aujourd'hui qui sont intéressants à regarder de la part aussi enfin, de praticiens, de choses qui se passent concrètement sur le terrain, de personnes qui essayent à nouveau de réincarner des principes démocratiques, des espoirs démocratiques au sein des outils dont on n'avait pas forcément l'usage il y a quelques décennies. C'est pas pour dire que ça va nécessairement réussir, mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça continue aussi dans cette dimension-là. Donc Mais voilà. Après, on est d'accord avec vous sur enfin, l'eau. je pense que la remarque de Patrick portait plus sur la remarque de Nathalie RC Ah. et qui remet pas en cause l'idée d'observer des choses actuelles. Pour te dire, Patrick, moi-même, je suis suffisamment convaincue par ses propos pour avoir fait, et c'est vrai que je regrette de ne pas l'avoir dit en énoncé, du recyclage aussi d'une certaine manière, parce que non seulement j'ai pris une approche historique, mais j'ai pris une approche historique en m'appuyant sur un travail d'historien, qui était un travail d'un étudiant de master qui a fait un travail remarquable finalement dans la documentation de l'histoire des Lewaorou, qui a interrogé les acteurs, qui a collecté énormément de documents et qu'on a fait un travail de synthèse qui a été porté par
aussi, et là on voit le rôle que peuvent jouer les entreprises dans la perpétuation et la connaissance de cette histoire, qui a été éditée grâce à une fondation portée par des entreprises aussi. Donc finalement l'histoire ne se donne pas toujours à voir facilement, et c'est vrai que quand c'est le cas, bah, autant en profiter. Malheureusement, on n'en a pas tous la connaissance, et il serait naïf de penser que tous ceux qui veulent expérimenter quelque chose en entreprise, enfin, et je sais que c'est pas ce que tu penses, devraient au préalable connaître ça. Pour terminer, et je pense que ça pourra t'intéresser, finalement, Éline, on n'a pas parlé, mais je pense qu'elle a aussi pu choisir ce sujet parce que il se trouve que dans sa thèse, elle a travaillé sur des outils digitaux de participation dans l'organisation qui mimait, enfin, qui était le miroir de ce que moi j'ai étudié 10 ans plus tôt, tu vois. La participation à l'élaboration de la stratégie, moi, c'était à la mano, en s'échangeant des textes, en faisant des commissions en présentiel. Et elle, c'était de manière digitale, et observer ce que ça change finalement en changeant l'outil. C'est porteur, ce sera pour de prochains travaux ensemble, je pense, de comparer tout ça. Mais en tout cas, c'est ce qui avait fait qu'on s'était rencontrés au départ. D'accord. Bon, c'est absolument pas. Il ne faut pas que mon intervention soit entendue comme une critique du travail qui a été réalisé. Ma présence même montre que je suis intéressé par ce travail. Moi aussi, je regarde des choses actuelles. De toute façon, je ne fais pas de l'archéologie de la démocratie, mais je trouve intéressant, et c'était ton invitation, Nathalie, de dire il faut essayer de tirer quand même les enseignements de l'histoire pour éviter, notamment voir aussi les limites du technosolutionnisme par rapport aux avancées démocratiques. Hein, il y aurait aussi des choses à dire là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous n'avons pas Oui, d'autres Il y j'ai a, une questions. il y a- question. Voilà, j'arrivais pas à lever la main, Ah, excusez-moi. très bien. Voilà. Oui, ma question, merci pour. Ouais, c'est très instructif. Et je voulais savoir si dans l'ouvrage, en tout cas dans vos recherches, vous avez tenté aussi des recoupements entre des processus, des démarches ou des outils, voilà, de démocratie participative, je dirais citoyenne, et leur influence, voilà, réciproque dans les entreprises. Je pensais notamment à Decidim, par exemple, voilà, qui est un outil alors numérique cette fois-ci de participation, voilà, de démocratie participative, hein, qui avait été inauguré à Barcelone et qui a été reproduit dans pas mal d'endroits en France, et qui, en tout cas dans mon souvenir, j'avais vu son utilisation chez Emmaüs Solidarité, par exemple, pour un travail sur la stratégie. Voilà. Un outil qui permet d'échanger, mais aussi des processus de vote par consentement, de recoupement, enfin voilà, qui est quand même assez élaboré. Alors, je n'ai pas toute l'histoire d'Emmaüs, et je sais que ça n'avait pas été simple, mais je voulais savoir voilà, si ça avait été exploré dans l'ouvrage. Merci. Ok. Moi, je vais bien répondre à cette question. Alors, dans l'ouvrage, la réponse... alors, il y a plusieurs points dans votre question. Il y a, en général, sur les démarches de démocratie participative, est-ce qu'on a étudié des mises en place en contexte organisationnel? Et ensuite, il y a plus spécifiquement sur les objets participatifs, comme Decidim que vous citez. Sur la transposition de dispositifs issus de la démocratie participative dans la cité au sein d'organisations, oui, il y a des témoignages, notamment d'une consultante qui est une ancienne élue municipale, voilà, et qui est passée dans le conseil pour transposer les innovations démocratiques qui viennent du secteur des collectivités territoriales et des municipalités à d'autres formes d'organisation, et elle témoigne de la création d'une convention salariée sur les mêmes modalités méthodologiques que les conventions citoyennes au sein d'un groupe mutualiste. Donc ça, il y a ce chapitre-là dans l'ouvrage. Ensuite, sur l'outil en particulier que vous nommez donc Decidim, non. Il n'y a pas de texte, il aurait pu y en avoir un, mais si ça vous intéresse, je vous invite à lire une excellente thèse qui a été soutenue il y a un an, qui n'est autre que la mienne et qui traite de Decidim. Ah, Donc je suis ravie que vous en parliez. Voilà, parce qu'il y a effectivement, c'était l'objet de la thèse en question qui a fait que j'ai rencontré Nathalie plus tôt. C'était l'interrogation du fonctionnement méthodologique et technologique d'outils comme Decidim et ses concurrents sur le marché de la démocratie, puisqu'il y en a d'autres, et ensuite leur transposition en contexte d'entreprise à gouvernance actionnariale classique. Donc il y a une recherche là-dessus. Mais elle n'est pas résumée dans l'ouvrage. Voilà, au moment où on l'a coordonné, on a rédigé aussi les textes, euh, il y avait trop de choses à faire et à dire pour vraiment réussir à tenir dans un format 4 pages. J'ai préféré
prioriser le retravail des autres textes. Mais il y a des études là-dessus si vous le souhaitez. Merci. Alors, Emmanuel, est-ce qu'on a le temps pour une question, un commentaire supplémentaire ou est-ce Euh, que on passe à la suite? je suis... oui, enfin, si on fait une question de plus maintenant, a priori, il y a peut-être une question de moins après, mais si c'est dans l'enchaînement des échanges, je voudrais pas être celle qui les interrompt. Je m'en voudrais trop. Alors, je vais vous en laisser le juge. Donc, c'est Roger qui, dans les commentaires, écrit qu'avant la pensée briandine de la participation et la loi du 26 avril 2017 sur la SAPO, euh, pardon, avec le familistère de Guise, on était à la fois 1917. théoricien et praticien de la participation démocratique. Et Ouais. juste avant, donc, effectivement, Roger évoquait le cas de la SAPO. Ouais, alors juste Roger, il est auteur dans l'ouvrage et il a écrit sur la SAPO. Donc oui, effectivement, je pense que c'était plus un commentaire de réponse sur les apports de l'histoire quand on s'intéresse à une thématique comme celle de la démocratie au travail et en organisation. Et je pense, Roger, je ne sais pas si tu as une question en particulier sur ce qui a été présenté, mais effectivement, il y a aussi on a pris des échantillons, hein, aussi bien sur l'approche historique que sur l'approche autour du- de l'informatique. C'est pas exhaustif de l'ensemble des papiers qui ont une approche historique ou qui gravitent autour euh, de l'objet informatique. Non, non, si je peux me permettre, non, juste, tout à l'heure, on a évoqué le fait que comment il y a des choses actuelles, mais il y a aussi des outils anciens qui ont quand même laissé quelques traces, et surtout des outils dont on ne s'est pas beaucoup servi. C'est le cas typique de la SAPO, qui s'est buté sur les mêmes blocages que les lois Auroux, d'ailleurs, hein, des refus assez forts du patronat, etc. On s'est quand même doté de cet outil il y a plus d'un siècle. Et puis là, on est en train de découvrir, et Isabelle Ferreira est en train de travailler là-dessus d'ailleurs en Espagne, que dans la constitution espagnole, il y a un article qui dit que les travailleurs doivent être un petit peu plus impliqués dans les organes de décision des entreprises. Mais on oublie gentiment qu'en France, on est à l'article 8 du préambule de notre constitution qui dit que tout travailleur doit, par l'intermédiaire de ses représentants, participer à la définition des conditions de travail ainsi qu'à la gestion de l'entreprise. Et c'est derrière le vocable la gestion de l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut entendre? Si c'est dans la pensée gaulienne, puisqu'on peut penser qu'en 1946, ça sortait quand même du gouvernement provisoire, donc de la pensée gaulienne de la participation, De Gaulle a toujours défendu que la participation devait être la participation aux décisions, donc la participation gouvernementale des salariés, chose à laquelle s'est toujours opposé non seulement le patronat, mais aussi les syndicats. Donc il y a vraiment des outils dans la boîte, mais ces outils-là, ils ont pris la poussière, donc maintenant, ben, on peut essayer de les redévelopper. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Peut-être ce que je propose, c'est qu'on poursuive avec la présentation de Clémence et Joseph, qu'on n'a pas encore entendu beaucoup et qui auront sûrement aussi des choses très intéressantes à nous raconter pour poursuivre la poursuite de la présentation de l'ouvrage. Alors, vous avez le micro coupé par contre. Ouais. Oui, bonjour. Donc, peut-être déjà pour se présenter, et puis en même temps que je dis ça, Joseph partage notre écran avec vous, que normalement vous voyez dorénavant. Oui. Moi, je suis Clémence Souchet, psychologue du travail et des organisations, et je travaille en tant que référente méthode au sein d'AD Conseil. AD Conseil, c'est un cabinet de conseil et de formation sur les sujets de santé, qualité de vie au travail et égalité professionnelle. On a la particularité d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et donc à ce titre de nous être dotés d'une gouvernance démocratique. Donc on fait l'expérience, nous, du sujet voilà, dans notre gouvernance et notre organisation quotidienne. On a aussi par ailleurs un chantier de transformation de cette gouvernance euh, puisqu'on est quand même actuellement une SAS, pour aller vers un modèle plus collectiviste, peut-être coopératif, c'est à voir, mais en tout cas plus collectiviste. Et puis également, du fait de ces statuts d'entreprise de l'ESS, eh bien, nous nous sommes dotés d'un objet social et d'une contribution citoyenne au débat public.
Et il se trouve que dans le cadre de nos interventions, en tout cas du fait de nos interventions, nous sommes amenés en fait à nous questionner sur l'apparente neutralité de nos métiers et sur leur caractère dépolitisant. Nous avons à cœur d'exprimer nos avis et nos opinions qui sont issues de cette lecture politique des organisations du travail dans nos engagements et nos espaces voilà, d'expression en qualité d'entreprise de l'ESS. Je te laisse te présenter, Joseph. Merci. Et donc, je suis Joseph Layani, le collègue de Clémence. Je travaille aussi au sein d'AD Conseil. Je suis également psychologue du travail et des organisations. Donc, nous apportons un regard de praticiens et de praticiennes ce matin. Et nous avons justement fait le choix de cette thématique du handicap au travail parce qu'il se trouve que cette semaine, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, c'est tout simplement pour faire honneur à cet événement. Le chapitre que nous allons vous présenter, qui s'appelle Travail et handicap, du droit d'avoir des droits des plus vulnérables, euh, il se situe dans une section qui s'appelle Démocratie et transition écologique, repenser l'avenir, parce que c'est un chapitre qui invite à repenser un certain cadre législatif et sociétal de prise en charge de la question du handicap au travail. Et c'est à la fois une prise de hauteur, mais aussi un retour d'expérience, dans la mesure où nous accompagnons plusieurs employeurs dans la mise en œuvre de politiques handicap, mais aussi dans des politiques de gestion des questions de santé au travail et de prévention de l'inaptitude. Et on verra le lien entre ces questions. Alors, pour introduire, le sujet est rattaché, la question du handicap au travail, au champ conceptuel de la démocratie plus largement. Nous avons rattaché cette question à la pensée déjà d'Hannah Arendt, qui dispose que une société démocratique, ça n'est pas seulement une société qui accorde le droit à la majorité de s'exprimer à travers des institutions, des modes de scrutin, c'est aussi une société qui se dote d'outils institutionnels, législatifs et de garanties fortes pour permettre aux minorités les plus vulnérables d'exprimer leurs besoins. Elle théorise justement ce droit d'avoir des droits. De se dire le cadre législatif qui fonde les droits ne doit pas être figé, doit pouvoir être remis en question. Et cette remise en question doit être accessible justement aux minorités les plus vulnérables. Alors elle resitue ça dans l'époque d'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, cette pensée est développée dans les origines du totalitarisme. Elle identifie justement cette absence du droit d'avoir des droits dans des démocraties comme un terreau fertile pour l'apparition de sociétés totalitaires. Et à partir de cette pensée, plusieurs théoriciens et théoriciennes ou militants et militantes, on a choisi notamment de citer les travaux de Gayatri Spivak, tirent le fil pour identifier l'outillage nécessaire pour donner corps à ce droit d'avoir des droits. Et on y retrouve notamment la nécessité d'outiller les sociétés pour permettre à ces minorités vulnérables de s'exprimer directement. Et ce que souligne Gayatri Spivak, c'est le fait que ces minorités vulnérables, souvent, même les courants politiques progressistes qui les défendent et qui défendent leurs droits, ont tendance à prendre parole à leur place et ont tendance justement à les écarter, à les effacer du débat public. Donc c'est se doter d'un mécanisme qui donne le droit de revendiquer des droits et de faire bouger la construction législative et sociale existante, mais se doter aussi de mécanismes et d'un outillage concret qui permet de s'exprimer concrètement, sans intermédiaire, et d'avoir droit au chapitre en termes de débat public. En partant de ces grands principes, c'est intéressant de voir notre loi handicap comme un construit social, historique et législatif qui participe un peu de ce principe du droit d'avoir des droits. Ce qui est intéressant dans notre champ conceptuel du handicap en France, c'est qu'on a une définition et un socle législatif qui n'est pas du tout partant d'une réalité sanitaire. C'est quelque chose qui se construit plutôt dans le fait social. Notre construction législative, elle démarre vraiment avec l'industrialisation et les deux grandes guerres et un certain nombre de luttes sociales qui, peu à peu, face à un état de fait
où un très grand nombre de personnes ne sont plus en état de travailler du fait de leur état de santé, les mutilés du travail, les blessés de guerre, se regroupent et commencent à revendiquer des droits. Commence à revendiquer aussi la reconnaissance d'une responsabilité collective, responsabilité de l'État, responsabilité des employeurs, de la vulnérabilité imputable au travail, et revendique justement une reconnaissance de cette vulnérabilité. Ce militantisme, il est notamment porté par les syndicats, mais aussi par de grandes associations, les mutilés du travail et l'ADAPT notamment. L'ADAPT qui est toujours une association active à qui on doit justement cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ce militantisme finit par l'avènement d'un objet législatif un petit peu particulier en 1957, qui est la notion de travailleur handicapé. Et alors à l'époque, on va volontairement chercher un néologisme anglophone de handicap, handicap, la main dans le chapeau, qui désigne une notion de désavantage, qu'on employait plutôt d'ailleurs dans les courses hippiques, les paris ou le monde du sport. Et on a à Essian choisi justement ce terme pour se débarrasser des représentations négatives qui collaient justement à d'autres notions qu'on utilisait pour décrire les situations dans lesquelles se trouvaient les travailleurs et les travailleuses affectés par ces situations. On parlait d'invalides, d'impotents, de mutilés. Donc on a souhaité aussi trouver un terme plus neutre. L'histoire démontre que c'est pas en changeant les termes que les représentations évoluent d'ailleurs. Parce qu'on se rend compte que la connotation de travailleur handicapé souffre de représentations tout aussi négatives aujourd'hui. Mais bref, en 1957, le législateur instaure cette notion, travailleur handicapé, au sens de travailleur désavantagé, et on commence à conférer des droits petit à petit symboliques, mais qui deviennent de plus en plus engageants, coercitifs. En 1975, on crée une hérésie en droit du travail français, on crée une discrimination positive. C'est la seule d'ailleurs existante dans une conception du droit très égalitariste en France, en instaurant un quota, en se disant toutes les entreprises doivent embaucher 10% de travailleurs handicapés. Sauf qu'en 75, on ne l'assortit pas d'une forme de pénalité financière. Il faut attendre 87 pour que ce quota soit assujetti alors de quelque chose qui n'est pas réellement une pénalité, mais d'une contribution financière, pour que les entreprises qui n'atteignent pas ce quota, de travailleurs reconnus handicapés, payent une contribution à un fonds qui est créé ad hoc. Et ce fonds finance un effort public des opérateurs, des experts, les actions des entreprises en faveur de l'accessibilité, de la formation. Et c'est là que l'objet législatif est singulier, très intéressant, cette loi handicap, parce que on crée une notion, on crée une obligation, on crée un mécanisme de financement qui autofinance son écosystème. Et aujourd'hui, on a des centaines d'opérateurs en France, les Cap Emploi, les services de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont une compétence en matière d'ergonomie, d'aménagement de poste, qui vivent et qui travaillent justement de cet écosystème financier instauré par la loi de 87. Alors en 87, on impose le taux d'emploi au secteur public, mais on gage que l'employeur public sera suffisamment vertueux pour ne pas avoir besoin de payer une contribution pour atteindre son obligation. Il n'en sera évidemment rien. Et en 2005, la loi handicap élargit la contribution financière au secteur public en créant son fonds ad hoc, le FIPHFP. Et la dernière révision législative d'ampleur de la loi handicap arrive en 2018 en instaurant une obligation de compétence où les employeurs, au-delà d'un certain seuil, doivent former des compétences internes à l'accueil, l'accompagnement et l'aménagement de poste des personnes en situation de handicap. C'est intéressant aussi de rappeler que le législateur a souhaité une définition du handicap qui ne soit pas clinique et qui ne soit pas déterminée par des experts. C'est là qu'on revient aussi à ce droit d'avoir des droits. Aujourd'hui, toute personne, en théorie, dont l'état de santé est durablement dégradé, est en droit de demander une reconnaissance du handicap au travail. Cette reconnaissance n'a pas un objectif charitable, elle n'ouvre pas droit justement à une rente ou à une compensation financière, elle ouvre des droits.
des droits à la compensation du handicap, des droits à la formation, des droits à la reconversion pour rétablir une forme d'équité au regard du désavantage que constitue la situation de handicap. Donc on a une architecture législative qui est bien pensée, c'est intéressant de la sauvegarder. En revanche, on a cette volonté législative issue d'un fait social, et lorsqu'on la confronte aux faits, on se rend compte que beaucoup d'effets pervers subsistent et que cette loi handicap, aussi vertueuse soit-elle, amène plusieurs effets pervers qui se traduisent justement par des discriminations ou des mises à l'écart de plusieurs travailleurs et travailleuses. Et nous allons vous en présenter certains au prisme cette fois de nos retours d'expérience. Merci Joseph pour la transition. Donc effectivement, malgré cette montée en puissance réglementaire, on observe toujours aujourd'hui que tout le monde n'a pas le droit d'avoir des droits ou n'a pas le droit de posséder et de jouir des mêmes droits que les autres. Et tu le disais en introduction, Éline, les droits s'arrêtent à la bordure de l'entreprise. Eh bien, on peut aussi regarder dans les organisations du travail et voir une hétérogénéité de droits pour les personnes qui la composent et donc pour les travailleurs et les travailleuses, puisque malgré donc ce processus que vient de décrire Joseph et puis aussi la montée en puissance de la perspective inclusive dans ces différentes lois, on observe qu'il n'y a pas eu d'endiguement déjà fondamental d'un phénomène d'institutionnalisation. Donc l'institutionnalisation, c'est le fait, en fait de déployer, on va dire, les droits des personnes les plus vulnérables dans des structures qui vont être doublées par rapport aux institutions ordinaires. Donc le droit à l'éducation dans des instituts médico-éducatifs. Le droit à l'insertion professionnelle et au travail dans des ESAT, des établissements et services d'aide par le travail, alors qui ont connu plusieurs noms, plusieurs appellations. Vous le voyez ici, mais j'y reviendrai dans quelques instants. C'est marqué CAT. Donc les CAT, c'est l'ancien nom des ESAT. Et en fait, ce sont des établissements qui pour la plupart sont des établissements médico-sociaux qui relèvent du champ associatif et souvent de l'économie sociale et solidaire, si ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, ça s'est aussi accompagné d'une citoyenneté, donc de seconde zone, pour en revenir à mon propos initial, une citoyenneté de seconde zone dans les organisations du travail, motivée par les valeurs, notamment les valeurs d'utilité sociale, et qui se matérialise par l'exclusion d'une part importante de travailleurs, du salariat et de la protection que ce salariat offre au travers des droits du Code du travail. Pour le dire peut-être de manière un peu plus claire, en fait, ce que l'on observe, c'est qu'il existe des statuts dérogatoires au Code du travail qui concernent finalement, une fois qu'on les met bout à bout, un nombre assez important de personnes qui sont pourtant en situation de travail. C'est par exemple les détenus dans les prisons, qui ont une activité productive, qui ont des horaires de travail. C'est par exemple les compagnes et compagnons Emmaüs. Vous avez cité au gré d'une question tout à l'heure la situation d'Emmaüs. Les communautés Emmaüs qui relèvent d'un statut dérogatoire qui s'appelle le statut OACAS, organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. Les compagnes et les compagnons, eh bien, on n'appelle pas ça un travail, mais une activité solidaire. C'est aussi les travailleurs et travailleuses handicapés d'ESAT, donc établissements et services d'accompagnement par le travail. Et en fait, tout ça, ce sont des situations où finalement, on se rend compte que les personnes concernées sont dans des situations apparentées à du travail, qui ont tout l'air d'en être, une situation productive, des conditions d'exercice, des risques liés au travail, des accidents, des horaires, et puis une rémunération en bout de chaîne, mais qui n'est jamais un salaire. Et donc, du fait de ces statuts dérogatoires, eh bien, ces personnes relèvent d'autres codes que du code du travail. Dans les prisons, les détenus relèvent du code pénitentiaire. Dans les ESAT, les travailleurs et travailleuses relèvent du code de l'action sociale et des familles. Et en fait,
ces situations eh bien, sont légitimées par des valeurs d'utilité sociale qui sont, par exemple, la valeur d'accompagnement à l'autonomisation, à l'autodétermination, via, en fait, l'insertion professionnelle et la capacité de travail. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup de ces institutions, comme je disais, dans le champ médico-social, associatif et ESS. Et c'est la chercheuse en sociologie au CNRS, Maud Simonet, qui en fait a beaucoup travaillé sur les frontières politiques du travail et qui nous explique que donc ce qui est considéré comme étant un travail, donc finalement un emploi, eh bien c'est un construit politique qui est surtout et essentiellement fondé sur des valeurs. Et qu'en fait, cette construction politique, c'est un outil de mise au travail gratuit dans plein de situations drivées par des valeurs. Et c'est le cas, par exemple, du travail domestique. Maud Simonet a beaucoup travaillé sur le travail domestique. Mais on pourrait citer aussi, entre autres exemples que ceux que j'ai cités précédemment, le service civique ou le bénévolat, par exemple, qui en fait se différencient du travail salarié simplement parce qu'ils ne sont pas nommés comme tels. Voilà. Et donc finalement, ce qui est considéré comme étant du travail, des travailleurs, et donc qui peut prétendre ou ne pas prétendre aux droits issus du Code du travail, eh bien c'est un construit politique et ça doit nous interroger sur toutes les situations que, moi j'appelle ça les situations qui sont dans le halo du travail, c'est-à-dire des situations qui s'apparentent à du travail, mais qui ne sont pas considérées comme telles, et donc pas gratifiées, rémunérées, protégées comme telles. Si on reprend l'exemple des ESAT, parce que moi ça a été un peu ma clé d'entrée sur ce sujet, puisque on intervient beaucoup auprès d'établissements justement médico-sociaux et en particulier d'ESAT, eh bien on se rend compte que finalement donc il y a ce statut dérogatoire et un écart en termes de droits assez important avec les salariés, alors même que dans les ESAT, les travailleurs et travailleuses sont quotidiennement au contact des moniteurs, monitrices, éducateurs, éducatrices, qui sont des professionnels médico-sociaux, qui eux sont salariés. Et donc, on observe par exemple qu'il y a une rémunération qui est encadrée, qui est de 50% à minima, à maxima 110% du SMIC. Avec une construction assez spéciale, c'est-à-dire que une première part de cette rémunération est faite sur fonds propres de l'établissement, et puis une autre part vient de l'État. Et en fait, l'une et l'autre vont venir se compenser, c'est-à-dire que plus l'établissement va mettre de ses fonds propres dans la rémunération, plus en fait ce que met l'État va diminuer. Donc en fait, on atteint en réalité assez rarement ce maxima de 110% pour cette raison-là. C'est aussi, par exemple, en termes d'évolution de carrière, quasiment aucune perspective, et en tout cas des évolutions de carrière très horizontales, avec la diversification plutôt des activités qui vont être proposées. Et surtout, ce qui est assez frappant, c'est de voir que ce n'est que très récemment, au travers de la loi pour le plein emploi en 2023, mais qui a pris effet en juillet 2024, qu'on a des dispositions qui permettent de rapprocher les droits des travailleurs des AT des droits des salariés de droit commun, notamment le droit de grève et le droit de se syndiquer. Et donc ça, c'est 1er juillet 2024, la prise d'effet, ce que je trouve assez frappant. Et voilà, juste pour terminer, je vous ai mis sur la diapositive quelques illustrations que j'affectionne beaucoup, qui sont des illustrations d'un journal qui s'appelle Handicapé méchant, alors qui n'a pas duré très longtemps, tout comme le comité qui l'a créé. En fait, c'est Handicapé méchant, c'est le journal du CLH, du comité de lutte des handicapés, qui a été créé en 1973 par Elisabeth Auerbacher. Je pense que je ne fais pas du tout honneur à son nom de famille et que je l'écorche grandement. En tout cas, ce comité de lutte des handicapés, c'est un groupe de réflexion et d'action qui propose une analyse politique du travail et de la situation des handicapés dans la société et dans les différents champs de la société, et donc dans les organisations du travail. Il refuse notamment
la charité, ils dénoncent l'inaccessibilité des lieux publics, mais très intéressant également, ils ont une forme d'intersectionnalité puisqu'ils proposent de faire lutte commune avec tous les travailleurs pour dénoncer en fait les cadences de production et renforcer les règles d'hygiène et de sécurité. Et on voit voilà, dans leur mode d'action, notamment ce journal Handicapé méchant avec ses illustrations que je trouve extrêmement parlantes. Voilà. Et juste pour terminer sur ces questions de secteur protégé, je voulais revenir aussi à l'esprit de la loi handicap qui a instauré l'objet secteur protégé dans ses différentes versions. Intéressant de rappeler que le secteur protégé a été créé initialement dans un contexte fortement accidentogène en milieu industriel pour penser un environnement de travail non productif préparant le retour à l'emploi en milieu ordinaire. C'est le terme utilisé le législateur. Et aujourd'hui, force est de constater que les transitions du milieu protégé vers le milieu ordinaire, c'est quasiment nul. Donc, ce qu'on a pensé initialement comme un sas de retour à l'emploi est devenu une sorte d'enfermement dans un environnement de travail avec des droits et un accès justement à une forme de représentation qui est fortement bridée. Or, au-delà de la question du secteur protégé, moi, je trouvais aussi intéressant de revenir à certains paradoxes sur l'accessibilité des droits aux personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. Si on revient justement à cette notion de travailleur handicapé, en théorie, toute personne dont l'état de santé est durablement affecté, et ce que retiennent les maisons départementales pour les personnes handicapées en termes de seuil de durée, c'est 6 mois. J'ai un problème de santé de plus de 6 mois. Je suis en mesure de démontrer un impact significatif sur ma vie quotidienne, mon retour à l'emploi, voire une perte de chance. Si je suis en recherche d'emploi, par exemple, je peux faire la demande et acquérir la qualité de travailleur handicapé et avoir des droits un petit peu renforcés pour me permettre de travailler, de rester au travail ou de revenir à l'emploi. Je pense notamment aux dispositions dérogatoires qui permettent de ne pas passer le concours dans certaines administrations. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, si on regarde les statistiques de santé au travail en France, la DARES nous explique que nous sommes près de 15% à travailler avec des problématiques de santé durable, des restrictions d'aptitude durable. Et sur ces 15%, il y a moins du tiers de ces personnes qui ont une reconnaissance effective du handicap. 3,8% des actifs ont une reconnaissance du handicap. Donc l'écart entre les personnes éligibles à ces droits et les personnes bénéficiant de ces droits est énorme. Et il se creuse dans la mesure où, du fait de la combinaison du vieillissement de la population active, des contraintes du travail, les personnes déclarant des restrictions d'aptitude sont en augmentation constante, lente mais constante, ces dernières années, si on se réfère aux statistiques de la DARES sur les conditions de travail. Alors pourquoi cet écart? Il y a plusieurs raisons, c'est intéressant de les décoder. Premièrement, beaucoup de personnes en situation de handicap souffrent de pathologies qu'on n'associe pas dans nos représentations à la notion de handicap. La notion de handicap, c'est centré sur des formes de handicap lourd, souvent visibles. Il suffit de voir les médias. Pendant la semaine du handicap, on va vous parler d'accessibilité aux personnes qui ont des problèmes de mobilité. Alors que dans les faits, la plupart des situations où l'état de santé se dégrade en France, notamment en milieu de travail ordinaire, ce sont des situations de travail complexes qui génèrent des pathologies invisibles. Aujourd'hui, la première cause d'arrêt maladie long, ce n'est pas des situations de déficience physique, ce sont les maladies psychiques. La première cause de maladie professionnelle en France aujourd'hui, ce sont les troubles musculo-squelettiques, donc des pathologies qui ne sont pas visibles et qui sont des pathologies d'usure professionnelle. Donc déjà, on est dans un cas de figure où beaucoup de personnes, je peux y ajouter aussi les personnes qui souffrent de maladies invalidantes, comme les maladies cardiaques, les cancers, personnes qui n'associent pas leur état de santé à cette notion. À cela s'ajoutent des freins liés aux représentations négatives qui sont associées à certaines pathologies. Aujourd'hui, le coût social pour une personne qui travaille de déclarer une maladie psychique
Très clairement, si on compare les pour et les contre, elle a peu intérêt à faire état de son état de santé, euh, parce que les conséquences négatives en termes de discrimination, d'ostracisation, et plusieurs études le démontrent, hein, sur les discriminations en milieu de travail vis-à-vis des personnes déficientes psychiques, ce coût est extrêmement important. Donc, nous fabriquons aussi une exclusion, une situation de handicap du fait des représentations que nous portons sur certaines pathologies. Autre élément, il y a les questions d'accessibilité des procédures. Moi, je vous ai parlé du parcours de reconnaissance de la qualité travailleur handicapé, sauf qu'à côté de ce statut, de ce parcours administratif, existe une myriade d'autres statuts et d'autres formes de reconnaissance. Si vous voulez faire l'expérience, il suffit de vous présenter à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour dire je veux faire reconnaître un handicap. Là, on vous remettra une liasse d'à peu près 40 pages, chaque page étant un CERFA permettant de faire une reconnaissance. Il y a la reconnaissance pour les questions de mobilité, la reconnaissance pour le stationnement, la demande de l'allocation adulte handicapé, etc., etc. Il faut s'y retrouver dans ce millefeuille administratif et accéder à ces droits pour choisir la bonne reconnaissance qui est adaptée à sa situation avec son médecin traitant. Donc, on a une barrière administrative. Et enfin, et ça n'est pas la moindre, on a aussi une conception du handicap qu'on peut questionner. La notion de handicap, comme je le disais au départ, n'est pas un construit médical. C'est intéressant parce que dans nos représentations, on l'associe aujourd'hui systématiquement à l'état de santé, alors que le législateur a promulgué une loi qui justement amène plutôt une notion centrée sur le désavantage. Et le désavantage lié à un état de santé, mais pas seulement. Intéressant de se pencher sur la toute première loi handicap de 57 qui, à côté de l'état de santé, prévoyait des situations qui relevaient d'une vulnérabilité sociale. En 1957, alors ça paraît désuet aujourd'hui, mais les mères célibataires pouvaient faire la demande d'une reconnaissance du handicap. Dans la mesure où le législateur à l'époque considérait que le fait d'être mère célibataire, c'était un facteur extrêmement fragilisant socialement, et que l'État et l'employeur devaient faire acte de solidarité pour compenser cette vulnérabilité. Si on regarde aujourd'hui la population des personnes qui déclarent des problèmes de santé durable, on se rend compte qu'il y a une corrélation énorme entre l'état de santé durablement dégradé et toute une myriade de vulnérabilités sociales. Ce sont des personnes où sont surreprésentées les personnes d'origine étrangère ou étrangère. Ce sont des personnes qui sont en moyenne plus âgées. Ce sont des personnes qui sont en moyenne, qui ont en moyenne un niveau de formation moins élevé, qui vivent justement dans des territoires moins favorisés. Les femmes sont surreprésentées par rapport aux hommes, les personnes racisées sont surreprésentées par rapport aux personnes qui ne le sont pas, et ainsi de suite. Donc, si on regarde la réalité de la notion de handicap, on se rend compte que ça n'est pas simplement un état de santé détaché de tout autre facteur, mais que c'est une superposition de facteurs sociaux qui génèrent une vulnérabilité qui se traduit par un état de santé, et que pour beaucoup de personnes, il est très difficile de détacher l'état de santé de ces autres formes de vulnérabilité. Et c'est là-dessus que se conclut justement notre petit chapitre, et de se dire, on a un construit législatif qui est singulier, qui est intéressant, qui donne vraiment corps à cette notion du droit d'avoir des droits, en théorie, et qui crée tout un écosystème vertueux qui fonctionne. On a cette notion de collecte, on a créé tout un réseau d'experts, on a créé des mesures, on a de l'argent pour une fois pour mettre en œuvre des actions. En revanche, ce bel objet législatif, il passe à côté de la majorité des bénéficiaires potentiels, ce qui invite plutôt à reconsidérer notre regard sur ce qui constitue un désavantage et ce qui invite à repenser cette notion de vulnérabilité au travail pour faire en sorte que le construit législatif rencontre enfin ses vrais bénéficiaires. Et je conclurai là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette présentation passionnante. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les questions. Je passe tout de suite la parole à Nils et Nathalie. Merci Emmanuel. Donc, il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. Alors, dans le chat, en tout cas, nous n'avons pas de Il y a questions, mais plutôt Myriam, des il y a commentaires. Myriam qui lève la main. Ah, super. Vous avez le micro coupé par contre, Myriam.
Pardon, je maîtrise mieux Teams que Zoom, pardon. Donc, c'est un sujet que je connais bien puisque donc j'ai écrit sur ces thématiques, enfin de manière plus générale sur l'employabilité des personnes vulnérabilisées, donc comme vous avez mentionné, en milieu ordinaire, donc au sein des entreprises, pas en milieu protégé, hein, ça c'est un domaine que que je ne connais pas. Donc, vous avez anticipé pas mal de mes propos, hein. Vous avez parlé donc de la vulnérabilité. Donc, c'est vrai qu'il y a les personnes qui sont vulnérabilisées en raison d'un handicap. Euh, Désormais, on parle aussi de handicap invisible, mais il y a également les personnes vulnérabilisées. Enfin, il y a les minorités ethniques, les femmes qui ont des bas salaires. Les mères, vous avez évoqué les mères célibataires. Vous avez également donc les personnes qui sont vulnérabilisées par les conditions de travail, parce que donc je pense que les conditions de travail jouent enfin, il y a un réel enjeu des conditions de travail justement bah, pour permettre l'accès et le maintien en emploi de ces personnes. Bon, moi, je parle de vulnérabilité en sens général, hein. Il y a le handicap, mais bon, vous l'avez indiqué, donc en conclusion, il y a les autres vulnérabilités qui peuvent se superposer. C'était une remarque très intéressante, hein. Donc, et aussi, ce que je souhaite ajouter, c'est que dans les cas que j'ai étudiés, parmi les résultats, il est apparu également que certaines personnes qui savent qu'elles sont en situation de handicap, je parle dans les entreprises, hein, donc ne souhaitent pas faire la demande de RQTH, de reconnaissance de travailleurs handicapés, par crainte d'être mis au placard, par crainte d'être stigmatisés par leurs collègues de travail, par crainte de perdre leur travail, tout simplement. Donc il y a vraiment cette approche d'accompagner, cette nécessité d'accompagner ces personnes qui sont fragilisées dans le monde du travail, justement pour les inciter à faire cette demande de reconnaissance de travailleurs handicapés et les accompagner justement dans cette barrière administrative. Bon, dans un des cas que j'ai étudié, il y a une référente handicap. À l'époque, il y avait une référente handicap qui accompagnait ces personnes. Bon, bien sûr qu'il y a toujours pour l'entreprise un intérêt parce qu'il y a un taux à atteindre. Donc, faut aussi garder. Enfin, il y a l'aspect du salarié, mais il y a aussi l'avantage pour l'entreprise d'avoir un certain nombre de reconnaissances de travailleurs handicapés. Oui, ben, je vous remercie, hein, Myriam, et je vous rejoins. C'est intéressant de rappeler qu'il y a un nouveau testing qui a été publié cette semaine à l'occasion de la SEPH, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui démontre que les discriminations, les discriminations à l'embauche lorsqu'on déclare être reconnu travailleur handicapé sont encore significatives. Donc, sur cette question de la reconnaissance, on travaille beaucoup dessus de façon opérationnelle. Moi, j'aimerais revenir sur un point. C'est intéressant d'accompagner les personnes, c'est intéressant d'accompagner aussi les miroirs en employeurs, les employeurs, pardon, pour garantir des environnements où cette reconnaissance ne sera pas contre-productive. Moi, j'aime bien travailler en posant une question en disant à l'employeur, justement, plutôt que de réfléchir à toutes les bonnes raisons de faire reconnaître un handicap, qui sont souvent des raisons objectives, techniques, des accès à des droits, eh ben, on a beaucoup de raisons subjectives de ne pas faire reconnaître un handicap. La peur de la discrimination, la peur des freins pour la carrière, la peur du regard des autres, la peur justement de ne plus être considéré comme ce qu'on était, hein, et la question de l'identité sociale, et le fait de travailler sur des freins pour garantir un environnement de travail où ces freins sont levés, du moins progressivement, ça fait partie aussi de l'équation. Et on se rend compte que ça permet d'améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi de considérer que c'est un parcours qui n'est pas uniquement administratif.
faire une reconnaissance du handicap, c'est admettre une identité sociale qui change, c'est apprendre à travailler avec un problème de santé qui est souvent acquis. Et c'est intéressant de le considérer comme un processus où il peut y avoir des allers-retours, où il peut y avoir un caractère assez progressif. Mais c'est une question effectivement intéressante. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, c'était très bien. Merci. Alors, je reprends juste la parole pour attirer votre attention sur le fait que Corentin et Marianne ont posté des ressources supplémentaires sur la thématique du jour dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller dessus pour pouvoir en profiter. Je te repasse la parole, Emmanuel. Oui, bah, il est malheureusement déjà 10h27. Alors, sauf s'il y a une dernière question très rapide, où je prends la main pour juste conclure et vous remercier. Bon, on va faire ça parce que malheureusement, je vois que le temps file. Je voudrais vraiment sincèrement vous remercier tous les quatre. Je pense au nom de toutes les personnes présentes dans ce webinaire pour la richesse de vos présentations et de vos propos qui sont très complémentaires et en même temps qui viennent éclairer vraiment différentes facettes, enfin, différents aspects de cette question de la démocratie. Sincèrement, merci pour voilà, nous avoir donné à voir un petit peu ce qui pourrait se lire encore plus dans cet ouvrage que j'invite donc chacun et chacune à se procurer. Peut-être aussi un dernier mot pour vous dire que bah, les webinaires vont évidemment se poursuivre et donc notre prochain rendez-vous sera le 23 janvier, toujours évidemment dans les thématiques de la chaire MAI. Je vous souhaite à toutes et tous évidemment une excellente fin de journée et donc je vous invite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, à réécouter, à partager le contenu de ce webinaire qui sera mis en ligne sur la chaire, le site de la chaire. Encore un très grand merci à toutes et tous et à nos invités. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au Merci Très revoir. bonne beaucoup. journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors on peut peut-être faire un petit temps une fois que tous nos invités auront quitté la salle. Arrêter l'enregistrement. Alors j'ai a priori arrêté. Ah voilà. Est-ce que Emmanuel,